le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir. Il faut se remettre à neuf pour démarrer en beauté cette nouvelle semaine. Première sortie de la page internationale au grand journal du 14 pour cette semaine. Depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlichi Dorelas pour la présentation. À Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Journal François Smith, Jean-Julien. Robarns assure la manœuvre technique. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacques Mel. Séisme de magnitude 6 en Crète, 1 mort et 11 blessés. En Grèce, la terre a tremblé ce lundi matin sur l'île de Crète en séisme de magnitude 6 qui a coûté la vie à un homme. Il y a également une dizaine de blessés. Voici un reportage signé Euronews. En Grèce, 1 mort et 11 blessés. C'est le bilan du séisme qui a touché l'île de Crète ce lundi matin. La victime est un ouvrier du bâtiment qui travaillait dans cette petite église qui s'est effondrée lors du tremblement de terre. Les personnes blessées souffrent essentiellement de fractures et ont été hospitalisées. L'épicentre du séisme se trouve à une vingtaine de kilomètres d'Héraklion, chef-lieu de l'île de Crète. D'une magnitude de 6, ce tremblement de terre a causé d'importants dégâts matériels. Plusieurs vieilles maisons se sont ainsi effondrées. La Grèce est souvent confrontée à des séismes en raison de sa situation géographique à la jonction de deux plaques tectoniques. Le dernier tremblement de terre meurtrier remonte au 3 mars. Il avait touché le centre du pays, faisant 1 mort et une dizaine de blessés. En Tunisie, l'opposition et la société civile ont appelé à manifester contre le président Kais Saied. Voici un reportage de confrères de la RT. Constitution, liberté et dignité nationale. Un des nombreux slogans qu'on pouvait lire sur les pancartes des manifestants réunis dimanche devant le théâtre municipal de Tunis. Plus d'1 millier de personnes s'étaient donné rendez-vous à l'appel de certains partis d'opposition comme le parti islamiste Ennahda ou encore le parti El Karama pour dénoncer les mesures exceptionnelles décrétées par le président Saïed, renforçant ainsi ses pouvoirs. Un important dispositif de sécurité avait été déployé sur l'avenue Bourguiba au cœur de la capitale pour prévenir tout risque de débordement entre les pros et anti-Saïed. Pour les opposants au chef de l'État, autant de pouvoir entre les mains d'un seul homme constitue un risque pour les acquis démocratiques de la révolution de 2011. Certains n'ont pas hésité à comparer l'actuel président à l'ancien autocrate Zine Abedine Ben Ali, disant craindre un retour à l'État policier. Écoutez. Aujourd'hui, en tant que représentants du peuple, nous sommes toujours dans notre capacité parlementaire, selon tous les décrets constitutionnels du président de la République qui a renversé la constitution de la Deuxième République. Aujourd'hui, nous sortons dans la rue et nous nous opposons au coup d'État, le coup d'État qui est devenu décisif en Tunisie. Le coup qui est mené pour violer la constitution tunisienne et tous ses chapitres. Aujourd'hui, nous sommes ici pour défendre la liberté et les institutions pour lesquelles nos martyrs sont morts et pour lesquelles nous avons vécu 60 ans de sacrifices pour avoir un pays démocratique. Aujourd'hui, nous exigeons le retour du système républicain qui a été aboli et le retour de la Constitution à laquelle on fait référence pour passer à un régime populiste anticonstitutionnel. Nous voulons continuer avec la Constitution de 2014. Qu'elles viennent de militants de l'opposition, d'acteurs de la société civile ou de juristes, de plus en plus de voix s'élèvent contre les décisions du président Saïed, notamment au sujet d'un texte publié au journal officiel qui se substitue à plusieurs articles de la Constitution et contient de nouvelles mesures d'exception. Le 25 juillet dernier, Kais Saïed avait surpris tout le monde en limogeant le Premier ministre et en gelant les activités du Parlement. 2 mois plus tard, alors que le palais de Carthage devrait annoncer prochainement la nomination d'un nouveau chef du gouvernement, les Tunisiens demeurent dans l'expectative car la perspective d'une sortie de crise politique reste incertaine. Au Soudan, des réformes attendues au sein de l'armée. Elles ont été annoncées par le chef de la transition soudanaise. Il s'agit d'une réponse à la dernière tentative de coup d'État dans le pays. Voici un reportage signé Africa News. C'est l'une des conséquences de la tentative de coup d'État du 21 septembre au Soudan. Le président du Conseil souverain de transition s'est engagé dimanche à apporter des réformes au sein de l'armée soudanaise. 11 officiers jugés proches de l'ancien président Omar el-Béchir avaient été arrêtés à l'issue de cette tentative de coup d'État.
Le général Abdel Fattah al-Burhan entend notamment mettre fin à ce qu'il appelle des activités partisanes au sein de la Grande Muette. Nous nous engageons à nettoyer les forces armées et à ne laisser aucun ancien membre du régime, car c'est ce que nous disons à tout le monde. Ceux qui ont été arrêtés lors de la dernière tentative de coup d'État, nous annoncerons leurs affiliations et les traduirons en justice sous le regard de tous. L'institution militaire est non partisane et nous ne permettrons aucune activité partisane au sein de nos forces armées. Dimanche, le général Abdel Fattah al-Burhan a par ailleurs assuré sur la tenue des élections au Soudan à la fin de la transition prévue en 2023. Législative en Allemagne, qui est Olaf Scholz, le chef du file du SPD. Le jeu des alliances commence en Allemagne. Le SPD semble être en position de force. Une revanche pour Olaf Scholz. Pourtant, la campagne du candidat du Parti social-démocrate est très mal partie, mais il a eu la brillante idée de se poser en héritier d'Angela Merkel. Voici un reportage signé France 24. Politique, Olaf Scholz s'y intéresse dès sa jeunesse. Il rejoint le Parti social-démocrate alors qu'il est encore adolescent. Au départ, il s'identifie plus aux membres de l'aile gauche du parti, mais très vite il préfère s'engager avec les centristes du SPD. Après une carrière d'avocat spécialisé dans les questions relatives au travail, Olaf Scholz est élu au Bundestag en 1998 à l'âge de 40 ans. La même année, il épouse Britta Ernst, elle aussi engagée au SPD. Entre 2002 et 2004, il est secrétaire général du Parti social-démocrate. La presse le compare alors souvent à un robot, lui qui défend bec et ongle les réformes du travail impopulaire de son idole, le chancelier Gerhard Schröder. Olaf Scholz devient 3 ans plus tard ministre du Travail dans le premier gouvernement de coalition d'Angela Merkel. Il est élu maire d'Hambourg en 2011, un poste qu'il occupe jusqu'en 2018, avant d'être nommé ministre des Finances et vice-chancelier. Bien qu'il soit membre d'un autre parti que celui d'Angela Merkel, durant sa campagne, il a tenté de se présenter comme un candidat de la continuité, adoptant même le célèbre geste de la main de la chancelière sur cette couverture d'un magazine allemand. En tant que leader du SPD depuis près d'une décennie, il a acquis la réputation d'homme méticuleux, sûr de lui et ambitieux. Mais il n'est pas connu pour être charismatique. La presse étrangère l'a même élu politicien le plus ennuyeux du monde. Cet homme de 63 ans a lui-même admis qu'il n'était pas particulièrement émotif en politique, tout en se défendant. Il affirme qu'il est un homme d'action qui apportera de la stabilité et un leadership solide. Il déclare postuler pour être chancelier et non pas chef de piste de cirque. Direction le Maroc, Hati Jarif Farwa, décidé banque africaine la plus sûre, économie. Le magazine américain Global Finance a décerné le prix de banque la plus sûre en Afrique en 2021. La première banque du Maroc, Hati Jarif Farwa, c'est dans son 30e classement annuel des banques les plus sûres au monde que le magazine a nominé pour la deuxième fois année consécutive le groupe bancaire marocain. Voici un reportage signé Africa 24. Attijari Wafa, la banque la plus sûre en Afrique en 2021. C'est du moins ce que révèle le 30e classement annuel des banques les plus sûres au monde fait par Global Finance, un magazine américain de référence internationale dans le domaine de l'actualité financière. Un prix d'ailleurs que le groupe bancaire marocain vient de remporter pour la 2e année consécutive. Les banques les plus sûres sont des modèles de stabilité et continuent d'apporter le soutien nécessaire au gouvernement et aux communautés qui cherchent à se remettre des chocs de la pandémie. L'évaluation des notations à long terme des devises étrangères des 500 plus grandes banques dans le monde, faite par les agences de notation financière internationale Moody's, Standard & Poor's et Fitch Ratings, a été un critère remarquable dans le classement du magazine Global Finance. Attijari Wafa Bank a pu démontrer une résilience notable en cette période de pandémie selon cette notation. Le groupe bancaire a par ailleurs fourni des financements d'urgence aux clients. Le groupe Attijari Wafa Bank, c'est un groupe qui est venu résoudre un certain nombre de problèmes dans l'économie parce qu'en fait, c'est un groupe qui a carrément fait le tour
de ce qui est comme institution chargée d'accompagner soit les investisseurs institutionnels, soit les investisseurs privés, soit les investisseurs locaux, parce que nous sommes à l'ère de la décentralisation, soit les opérateurs économiques de premier ordre. Donc, le groupe Attijari Wafa a, à mon sens, bénéficié de ce classement parce qu'en fait, il met ensemble des institutions que les concurrents n'ont pas. Une autre distinction faite à l'institution financière Attijari Wafa pour cette année 2021, c'est le prix de meilleure banque d'investissement au Maroc, toujours attribué par Global Finance. Un prix prestigieux aux yeux des décideurs du système bancaire qui estiment que les banques d'investissement joueront un rôle de premier plan dans la refonte de l'économie mondiale après la pandémie. C'est le terminus de la page internationale au grand journal du 14h pour aujourd'hui. Température sur Boston, 77 degrés Fahrenheit, 25 degrés Celsius. Jacmel, couleur du temps pour aujourd'hui, 81 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Renel, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir Rubans, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana. Passez un excellent lundi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erich Dorelas.